Mark Carney marche pratiquement sur l'eau si on se fait au sondage. Oui, après les intentions de vote du Québec, voici celle du fédéral aujourd'hui, le sondage léger qui sort sur les intentions de vote et la popularité de qui ferait le premier ou la meilleure première ministre. Et c'est Mark Carney là, qui domine dans presque toutes les catégories. Bon, on se comprend, on est encore dans la phase lune de miel de la relation là, entre le Québec et Mark Carney, mais le taux d'approbation est à 60% ici là, pour le premier ministre. Ce qui est assez incroyable. Ouais, c'est très, très élevé. Là, on s'entend. Parti libéral, dans les intentions de vote, est à 44% et il domine littéralement là, les autres partis. 25% pour le Bloc québécois, 23% pour le Parti conservateur, 5% pour le NPD, 3% pour les Verts. Évidemment, je parle de tout ça au Québec. Et le taux de satisfaction est super élevé à 58% également là, pour le Parti libéral en général. Donc, ça va très bien. Pour qui ferait le meilleur premier ministre? 50% des répondants qui disent Mark Carney. Donc, c'est lui qu'on a choisi. Ben ouais, mais 19% pour Pierre Poilievre. Puis après ça, on s'entend 3% pour Elisabeth May. Et le NPD, il n'y a plus vraiment personne à la barre de ce parti-là. Donc, voilà quand même des résultats qui sont intéressants. C'est certain aussi que ça va avoir un impact, là, on l'a déjà vu sur le Parti libéral du Québec et Pablo Rodriguez qui vient tout juste de prendre la barre. C'est sûr, par contre, qu'il y a des projets qui s'en viennent puis qui risquent peut-être de déranger. Là. C'est une chose là, d'annoncer toutes sortes d'affaires pour M. Carney. C'est une autre chose de les réaliser par la suite. Là. Puis là, on vient tout juste de passer la loi là, sur les grands projets nationaux sous bâillon. Ça va venir avec toutes sortes de contraintes. On va pouvoir accélérer des projets. C'est ce qu'on veut. Ça, ce principe-là, les Québécois sont pour. Par contre, à 50%, on s'inquiète que ça contourne des lois environnementales. À 40%, on s'inquiète que ça vienne interférer avec des lois du Québec. Donc, c'est pas fait encore là, pour Mark Carney, mais disons qu'en apparence, du moins jusqu'ici, il est très apprécié. Force est d'admettre que c'est un début de mandat fort réussi pour Mark Carney. Parce que, puis déclinons ça un petit peu, là, que ce soit, un retour fracassant pour ce qui est des libéraux dans la dernière campagne électorale, un parti que plusieurs considérait comme mort et enterré, qui n'avait aucune chance. M. Trudeau est parti. Mark Carney a pris les rênes de ce parti-là et on a assisté vraiment à un revirement spectaculaire de situation. Mais dans les premiers gestes qu'il a posés également, que ce soit sa visite réussie à la Maison-Blanche, le revirement de situation dans cette guerre tarifaire, ou en tout cas, on a eu l'impression qu'il avait vraiment là, développé une certaine chimie avec le président américain, le sommet du G7 à Kananaskis, et Mark Carney, sur la scène internationale, a pu aussi tisser des liens vraiment importants avec notamment les pays européens. Alors, mettons ça bout à bout. Sa courte session à la Chambre des communes, mais une session, somme toute, réussie où il a fait avancer, notamment, tu faisais référence à la loi C5, au projet de loi C5, mais, tu sais, force est d'admettre que c'est un début de mandat sans grand faux pas pour Mark Carney. C'est un début en politique, en tout cas, qui est réussi pour ceux qui se posaient la question, est-ce qu'il va apprécier même la joute parlementaire? Il faut dire que Pierre Poilievre n'est pas encore dans l'enceinte, non plus. Non, vu qu'il soit élu. C'est ça, il faut qu'il soit élu dans il manque comme une étape importante. Ouais. Plus près de chez nous, le nouveau patron de l'UPAC confirme une enquête d'envergure sur le scandale Saclic. Oui, parce que c'était seulement la deuxième journée de travail pour le tout nouveau commissaire à la lutte contre la corruption, le Vincent Richer, qui a été rencontré par notre collègue Jean-Louis Fortin là, du bureau d'enquête. Et lui insiste, là, la UPAC est sérieuse dans ses démarches pour ce qui est de Saclic. Là. Enquête d'envergure, qu'on dit, là, qui va bien plus loin, là, par exemple, que les derniers dossiers de l'UPAC qui concernaient des faux passeports vaccinaux depuis la pandémie. Là, on dit non, là c'est les gros poissons. On avait également assez de preuves, je le rappelle, la semaine dernière, pour faire une perquisition du siège social de la SAAC, là, ce qui n'est pas rien. Ça faisait qu'un juge qui a autorisé ça en voyant les preuves que l'UPAC possédait. Et là, il va falloir voir qu'est-ce qui va suivre autour de tout ça, parce que ça, c'est un autre dossier qui vient souvent hypothéquer l'UPAC, c'est les délais judiciaires là, qui viennent avec tout ça. Des enquêtes qui en finissent plus de finir, qu'on met des années à boucler. Puis pendant ce temps-là, il y a une éternité qui passe dans la sphère publique. On se met sur d'autres dossiers. Puis quand l'enquête de l'UPAC sort, des fois, ça a moins d'impact que ce qu'on espérait. Et là, on espère, là, du côté de l'UPAC, réduire là, de manière générale tous les délais d'enquête. C'est quand même assez intéressant là, de voir que déjà l'UPAC annonce que c'est une grosse enquête au sujet de Saclic. Ça va peut-être venir calmer ou du moins
venir tempérer les gens qui en avaient ras-le-bol là, de ce dossier-là, de sa clique, là, puis je pense qu'on en fait partie ici autour de la table, là, de voir que l'argent public est dilapidé, là. Je rappelle, ça va coûter au-dessus d'1 milliard, le projet, sa clique, des dépassements de coûts d'au-dessus de 100%. De voir qu'il va peut-être y avoir des gens tenus pour responsables de ce gaspillage de fonds-là, je trouve ça un tout petit peu rassurant quand même, quoique c'est pas fait encore. Deux choses en lien avec ça, parce qu'il y a effectivement la commission Galland sur comprendre le qui savait quoi à quel moment, qui a caché quoi. Bon, il y a ça. Mais pour ce qui est de l'UPAC, là, tu parlais justement un peu là, d'organisations qui ont une mauvaise presse. L'UPAC doit absolument redorer son blason. Là. L'UPAC, ces dernières années, a fait les manchettes souvent pour les mauvaises raisons, pour des histoires qui se terminaient en queue de poisson. Or là, avec le nouveau patron de l'UPAC, ben, l'organisation a une chance de prouver encore une fois sa légitimité, son utilité. Et la grande question en trame de fond de tout ça, c'est est-ce qu'enfin, il y aura quelqu'un d'imputable? Est-ce qu'on aura une partie de ces réponses-là grâce à l'enquête de l'UPAC? Est-ce qu'on aura une partie de ces réponses-là à la commission Galland? Moi, j'ai très, très hâte que ça reprend, que les audiences reprennent à la fin de l'été, parce que là, on a des gros poissons là, qu'il faut entendre. Là, des Karl Malenfant, puis il y a des noms qui ont circulé beaucoup dans la première partie de la commission. J'ai hâte d'entendre leurs témoignages au retour. Bon, parlant de procédure, là, cette fois des procédures judiciaires, c'était un vrai cirque, là, un vrai chaos au procès de Gilbert Rozon hier à Montréal. Ouais, procès qui devrait reprendre d'ailleurs aujourd'hui parce que finalement on a suspendu là, la journée d'audience hier après qu'il y a eu du brasse-camarade là, à la fois à l'intérieur de la salle d'audience ainsi qu'à l'extérieur. Là. Et là, c'était les témoignages de Gilbert Rozon qui expliquait là, encore une fois sa version des faits des différentes là, agressions sexuelles duquel il est accusé au civil, 9 plaignantes là, qui l'accusent de ce côté-là. Et là, Dany Frenette, qui est une des plaignantes, qui, elle, accuse, là, à la fin des années 80, M. Rozon de l'avoir violé dans une fête qu'il organisait chez lui, dans un petit boisé qui se situait sur son terrain. Et là, M. Rozon racontait sa version des faits de cette histoire-là, racontait également sa version des faits dans les accusations qui viennent de Mme Corbeau, hein, Salomé Corbeau, actrice qui, elle, dit s'être faite agresser par M. Rozon alors qu'elle avait comme 13-14 ans. Elle est également la belle-fille de Mme Frenette. Et là, lorsqu'il donnait sa version des faits, des choses là-dessus, Mme Frenette a explosé en salle d'audience. Je vais vous lire ce qu'elle a dit. Là. Ce sont ces mots. « De quoi tu es fait pour mentir de même? T'es un menteur, t'es un hostie de menteur, t'es un trou de cul. » Et là, évidemment, la juge est intervenue dans le dossier. Là. On a évidemment fait taire Mme Frenette autour de tout ça. On a vu Gilbert Rozon lâcher un pas de classe aussi en réaction à ça. Mais là, dès qu'on sort de la salle, c'est le conjoint de Mme Frenette, Stéphano Corbeau, qui, lui, se serait dirigé vers Gilbert Rozon, qui était avec son avocate dans un cubicule adjacent, et là, l'aurait empoigné par la gorge en lui disant « Je vais te retrouver ». Et là, Gilbert Rozon a officiellement porté plainte, lui, là, au sein du bureau des constables de palais de justice, là, contre Stéphano Corbeau, qui a été expulsé du palais de justice. Il ne pourra plus revenir dans le cadre de ces procédures-là. Donc, ça a beaucoup brassé. On va revenir en cours aujourd'hui. Est-ce que les esprits vont s'être calmés? C'est la question qui se pose. Oui, mais en suspens tout ça, on est quand même en droit de se demander pourquoi des altercations comme ça ont pu survenir en plein corridor du palais de justice. Là. Oui. Moi, ça, quand j'ai vu la scène, là, c'était disgracieux. Nonobstant, peu importe là, la cause ou qui est impliqué, là. C'est pas le genre de scène qu'on aime voir au palais de justice, ça c'est clair. Michael Sabia a quitté Hydro-Québec. Il faudra le remplacer. Et là, la presse nous apprend ce matin que Claudine Bouchard serait en tête de liste pour lui succéder. Oui, ce serait le choix unanime, dit-on, là, du côté de la presse, du conseil d'administration là, de Hydro-Québec. Madame Claudine Bouchard, qui, elle, là, est depuis 25 ans chez Hydro-Québec, ce qui détonnerait, bien évidemment, avec Sophie Brochu et M. Sabia, qui venaient de l'extérieur. Et les deux ont fini par quitter avant la fin de leur mandat. Là. Donc, on espère avoir quelqu'un d'expérience, habitué d'être chez Hydro-Québec avec de la loyauté. Elle qui est vice-présidente exécutive, chef de l'exploitation des infrastructures également là, d'Hydro-Québec depuis 2023. Et ça a fait son chemin jusqu'au cabinet de M. Legault parce qu'on se rappelle que c'est le politique qui a le dernier mot dans cette nomination-là. M. Legault aurait même déjà rencontré Mme Bouchard à ce qu'on apprend. Et là, on voudrait nommer rapidement le ou la remplaçante là, de M. Sabia puisqu'il quitte là, officiellement le 4 juillet. Je rappelle, il a été recruté par Mark Carney, va devenir le plus haut fonctionnaire
fonctionnaire de l'État canadien, comme greffier du bureau privé, secrétaire du cabinet également. Et là, à voir ce qui va, si c'est bien Mme Bouchard qui va succéder, parce que disons que le départ de M. Sebia s'est fait là, tellement rapidement. Christine Fréchette, qui est la ministre de l'Énergie, là, dans les dossiers, on se comprend, il n'y a personne qui travaille autant avec Hydro-Québec qu'elle. Elle avait une rencontre avec M. Sebia la veille. Elle a appris le jour même qu'il démissionnait. C'est quand même quelque chose. C'est un départ qui a fait mal parce que Michael Sebia, c'est un gestionnaire de qualité qui a fait ses preuves. Son CV parle pour lui. Maintenant, est-ce que la solution viendra de l'interne? Parce que les défis vont être nombreux là, pour Hydro-Québec. Je veux dire, juste en termes de demande d'énergie, il faudra bien prévoir les choses pour les prochaines années. Les projets d'expansion. La fiabilité du réseau aussi. Je ne suis pas dans votre coin, là, mais moi, là, souvent, là, un petit coup de vent, là, puis on manque d'électricité pendant plusieurs heures. Tu sais, c'est des gros dossiers. C'est une vache à lait aussi pour le gouvernement, la société d'État, Hydro-Québec. Alors, il faut quelqu'un de qualité à la tête là, de cette société d'État-là. Maintenant, il y a un vendeur de chars qui avait plus d'un tour dans son sac, Alexandre. Il trafiquait des odomètres, puis pas à peu près. Oui, puis c'est ce qui a été révélé cette semaine par l'Office de la protection du consommateur, le stratagème que M. Sabri Zamouri utilisait pour vendre des voitures usagées à Longueuil. Lui qui possède quelques entreprises, ADF Auto, MCVA également. Et là, depuis le 12 juin, il ne peut plus vendre de véhicules nulle part là, parce que l'OPC a sévi contre lui. Ce qu'il faisait, il faisait varier le kilométrage, l'odomètre des véhicules qu'il vendait entre, dit-on, 14 500 km jusqu'à 73 000 km qu'on changeait sur des odomètres. Et le pire, c'est qu'en octobre 2021, il s'était fait pincer pour la même chose. Il était passé devant l'OPC, avait promis, oui, je vais plus faire ça, c'est promis, juré. Le problème, c'est que il a absolument recommencé, n'a pas respecté son engagement volontaire. Là, on parle maintenant de 4 poursuites minimum engagées par le fisc contre lui, 24 accusations pénales également. Donc, à voir le reste des procédures, mais c'est certain que quand quelqu'un devient récidiviste comme ça, on espère que l'Office l'a à l'œil, puis ça semble être le cas cette fois-ci. Il y avait une belle Ferrari sur la photo. Oui, on se demande rouge. Son kilométrage, oui. Je sais pas le kilométrage. Des chirurgiens dénoncent maintenant les influenceurs qui font la promotion de chirurgie à l'étranger. Parce qu'on voit ça de plus en plus sur les réseaux sociaux, peut-être même que vous en avez vu passer sur Instagram ou sur TikTok, des influenceurs, souvent des influenceuses qui débarquent dans d'autres pays, en Turquie, en Tunisie, et là, c'est le tapis rouge, la limousine, l'hôtel de luxe, débarquent dans des bureaux de chirurgie esthétique qui font les mêmes opérations que ce qu'on fait au Québec, mais à 50% moins cher, ce qui attire bien des gens, là, entre autres en Turquie, on sait, c'est très connu pour la greffe de cheveux, là, entre autres choses. Oui. Et là, le problème, c'est que même nos chirurgiens esthétiques d'ici disent attention, 2 minutes, là. On parle, par exemple, du côté de Geneviève Caron, qui est une chirurgienne spécialiste en chirurgie plastique. Elle a dit que elle voit plusieurs fois par mois des patients qui reviennent de d'autres pays avec des chirurgies comme ça, puis elle doit comme arranger les complications qui sont venues. Des paralysies, par exemple, partielles du visage là, pour certaines injections que certaines personnes se font faire, par exemple. Et là, c'est parce qu'elle explique aussi que ça prend un suivi d'1 an à peu près là, quand tu es chirurgien esthétique. Là. Quelqu'un qui s'est fait faire des travaux, des soins, tu dois le suivre sur un long terme pour être certain qu'il n'y a pas de complications. Quand tu t'en vas dans un autre pays, tu regardes 4-5 jours, merci, bonsoir, prends ton argent, puis tu retournes chez vous. Il n'y a pas de suivi qui est assuré du tout dans ces cas-ci. Donc là, juste si je comprends bien, donc c'est des gens qui se font opérer à l'étranger pour sauver de l'argent. Oui. Mais là, il y a des complications. Et là, après ça, ils reviennent ici, puis là, ils se font traiter par le public, c'est ça, pour régler des problèmes? Ça dépend, là, je suis pas évidemment expert, mais je pense que quand tu es chirurgien esthétique, là, tout ce qui est soins esthétiques, c'est plus, à moins que ce soit très handicapant, je pense que c'est pas remboursé ça serait quand même. Au privé, donc. Ouais, ce serait donc au privé. Ça reviendrait quasiment aussi cher que de se faire opérer directement au Québec. Là. Ça revient à un moment donné, c'est parce que là... Si on calcule, par exemple, le voyage en Tunisie avec le billet d'avion, l'hébergement, la chirurgie, tu reviens au Québec, tu te fais arranger tes problèmes, tu vas avoir un coût relié à ça aussi. Là. Donc, est-ce que ça devient quasiment plus cher de faire ça que de tout simplement te faire soigner au Québec, d'avoir une chirurgie au Québec et d'avoir un suivi assuré? Là. Et le nœud du problème, c'est que les influenceurs et influenceuses, eux autres, ils en parlent pas des complications dans leurs belles petites publications. Hein. C'est beau, la limousine qui t'amène à la clinique, donc.
il n'y en a aucun qui explique tous les effets secondaires, tous les désagréments, tous les risques. Il y a même un autre docteur montréalais, lui, qui expliquait avoir fait des stages en Europe de l'Est dans sa pratique, puis il s'est bien rendu compte que il n'y avait personne qui vérifiait s'il avait le droit d'opérer, s'il était chirurgien, s'il avait ses vaccins. Disons qu'il y a des standards qui peuvent être bien différents là, en termes de salubrité, de sécurité dans d'autres pays. Puis ça, les influenceurs en parlent jamais. Fait que la prudence est de mise, en tout cas, là, lorsqu'on voit, par exemple, un prix, un coût alléchant à l'extérieur, ben là, il faut prendre en considération aussi tous les risques que ça comporte, puis le suivi aussi qui peut être beaucoup plus compliqué. Là, c'est la santé qui est coupe. La santé, oui. Ça n'a pas de Il y a des dangers qui sont liés à ça. Non, moi, je serais craintif, là, personnellement. Le point sur la guerre commerciale, là, vraiment, c'est la grosse nouvelle, c'est que la Chine confirme qu'un accord serait imminent avec les États-Unis. Oui, ça avait été évoqué par le président Trump, et là, on confirme là, que les détails d'un accord commercial là, pour lequel Washington finirait par lever là, les sanctions douanières qu'ils imposent à la Chine, bien, serait maintenant sur la table, que là, on attend là, des confirmations finales, mais ça aurait avancé beaucoup. Là. Entre autres, bien, il y aurait des mesures pour acheminer plus de terres rares là, du côté des États-Unis, là, de la part de la Chine. On se souviendra que la Chine est l'exportatrice de terres rares sur la planète en entier, que c'est des minéraux qui sont essentiels pour la production de toutes sortes de produits critiques, incluant dans le domaine militaire. Et on espère là, se libérer un peu du monopole chinois dans ce domaine-là. Et donc, on aurait certains pour parler de ce côté-là des terres rares, mais il n'y a pas d'autres détails supplémentaires qui sont sortis, hormis le fait que le gouvernement américain pourrait repousser la fameuse date butoir du 9 juillet, parce que ça s'en vient assez rapidement, merci. Là, je rappelle que c'est le 9 juillet, c'était la date qu'on avait donnée lorsqu'on a suspendu temporairement, dit-on entre guillemets, les droits de douane, là, la fameuse charte. Vous vous souvenez du tableau complètement arbitraire qui lançait des tarifs douaniers sur des îles remplies de pingouins là, de M. Trump? Bien, c'est ceux-là qui sont en ce moment en suspens. Mais le 9 juillet, ça doit théoriquement prendre fin. Mais soudainement, encore une fois, on donnerait un autre sursis du côté des États-Unis. Est-ce que ce sera un autre cas de taco? Trump always chickens out? Ça reste à voir. Dis pas ça, tu vas choquer le président. Il a eu ça se faire appeler comme ça, Taco Trump. Marianne, sur la scène culturelle, dis-nous tout sur la première médiatique de Chicago hier soir au Saint-Denis. C'était au Théâtre Saint-Denis. Faut dire qu'on souligne quand même les 50 ans de la comédie musicale. Ça a été applaudi pour la première fois par le public new-yorkais en juin 1975. Et là, on revient 50 ans plus tard au Québec, du moins avec une adaptation de cette comédie musicale. Faut dire que Véronique Dicker a déjà interprété Roxy Hart au début des années 2000 en France, au Québec. Elle était accompagnée de Tara C. McLeod, qui incarne Velma Kelly et qui, elle aussi, est de retour. Petite nouvelle dans la distribution, Mélissa Bédard, qui interprète Mama Morton, je vais pas dire la reine de la prison, mais la gardienne de la prison, Billy Flynn, l'avocat interprété par Michael Girard, Nive, qui joue le conjoint de Roxy Hart, Amos Hart. Je suis tombée en amour avec son personnage hier. C'était tellement fabuleux de les voir sur scène. 15 danseurs, un orchestre présent sur scène avec 14 musiciens. J'ai vraiment trouvé ça très bon. Les comédiens, les danseurs, la musique, c'est ça coche. Tout le monde était synchro. Tu vois qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. J'entendais une entrevue avec Mélissa Bédard, Tara et Véronique Dicker avec Christine Manzo à TVA qui disait que l'équipe est encore en travail avec une équipe de New York pour justement leur donner des notes, des corrections après chaque soir de présentation. Ça fait depuis le 21 juin qu'ils donnent des prestations. Mais bon, hier, c'était la première médiatique. Vocalement parlant, je veux dire, on est vraiment en Cadillac avec toutes ces personnes-là qui nous interprètent des chansons qui viennent nous toucher, qui viennent nous faire rire, qui viennent nous faire rêver aussi. Des fois, on embarque beaucoup dans leur univers. Les danseurs sont incroyables. Il y a aussi c'est une interprétation québécoise, mais il y a des clins d'œil à la culture du Québec. Donc ça aussi, ça nous a fait rire, ça nous a fait beaucoup sourire pendant la prestation. On n'a pas juste été éblouis, on a ri, on a eu du fun. Puis si je me fie au public, l'énergie qui était sur scène s'est carrément transmise au public. Après chaque chanson, il y avait des applaudissements de plusieurs secondes, même que des fois, les acteurs ont dû attendre un peu avant de reprendre leurs paroles parce que, bon, tout le monde applaudissait puis personne n'allait rien entendre. Mais c'était
si vous avez l'occasion d'aller voir cette comédie musicale, je vous le conseille fortement. C'est présenté en français, notamment dans le cadre du festival Juste pour rire, jusqu'au 27 juillet. Par la suite, ça s'en va à Québec en août et à Gatineau en septembre. Et je dois dire qu'à moins de 3 semaines de la première, là, il y avait déjà 50 000 billets vendus, donc ça s'envole comme des petits pains chauds. Et pour vrai, je sais pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre d'y aller. J'avais le sourire étampé dans le visage toute la soirée. C'est quand même une longue représentation, mais ça passe vraiment très vite. Bon, ben, c'est une distribution toute étoile, un classique visiblement qui a été très, très bien livré. C'est un des spectacles à voir, là, assurément, cet été. Et au sport, Alexandre, ben, c'est jour de repêchage. Le Canadien va parler 2 fois en première ronde. Puis là, ben, dans le temps du repêchage, il y a toujours des rumeurs aussi, des possibilités, des rumeurs de transactions. Et il y a un nom qui circule, Canadien, qui aurait dans sa mire Noah Dobson. Ouais, le défenseur des Islanders de New York qui, lui, devient joueur autonome sans compensation dès le 1er juillet prochain. Et oui, tu avais raison de le dire, 19h ce soir, du côté de nos collègues de TVA Sport, on va pas assister au repêchage. Le Canadien parle 16e, 17e dans la première ronde, du moins pour l'instant. Parce que ça se pourrait qu'on utilise un de ces choix-là au repêchage, comme ça s'en vient dès ce soir. Ça se pourrait que d'ici là, il y ait du mouvement dans la journée pour acquérir Noah Dobson. Parce que ces choix de première ronde-là sont évidemment une monnaie d'échange très, très convoitée en ce moment dans la Ligue nationale. Il y aurait également les Blues de Saint-Louis qui seraient dans la course officiellement là, pour essayer d'acquérir Dobson. Dobson lui-même aurait le Canadien en tête de liste là, pour se déplacer, mais jusqu'au 1er juillet, il est encore dans la cour des Islanders de New York qui peuvent décider si oui ou non, ben, ils acceptent une transaction à moins que le Canadien ou une autre équipe se lance dans une offre hostile. Puis là, il faudrait encore une fois débourser des choix en compensation. Mais ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Hein? Une offre hostile, Sébastien Aho, Jesperi Kotkaniemi. Ouais, des mauvais souvenirs ou des bons, dépendamment, là, puisque les Hurricanes semble-t-il veulent racheter le contrat de l'avoir laissé partir. Exact, de KK Kotkaniemi. On dit là, que ce serait entre 10 et 11 millions de dollars, par contre, que voudrait Dobson, puis il aimerait également s'entendre pour un contrat à long terme. Là, on parle de minimum 8 ans. On se comprend que la masse salariale augmente, que le Canadien a de la place, mais est-ce que c'est le genre d'argent qu'on veut débourser pour un défenseur de qualité comme ça? Ça reste à voir. Je rappelle que le Canadien de Montréal se cherche surtout un deuxième joueur de centre en ce moment pour piloter le deuxième trio et évidemment là, se charger de l'éducation, je vais le dire entre gros guillemets comme ça, de Ivan Demidov dans la Ligue la saison prochaine. Ça, c'est clair que ça prend un bon deuxième joueur de centre. On a vu là, cette saison et dans les séries à quel point c'était une lacune pour le Canadien. Mais si le Canadien a réussi à signer Noah Dobson, ça va être un coup de circuit. Parce que ça aussi, c'en est un joueur exceptionnel.